Alors évidemment, on lui a dit oui, 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 toute l'Europe se moquait des Français. Ils ont cru que c'était nous qui étions d'accord avec cette comédie. Et si vous voulez savoir à quel point c'est une comédie, vous vous imaginez 120 milliards d'euros, le banquier central, il n'a rien demandé à personne et il a décidé de mettre 1000 milliards d'euros sur la table, dont aucun d'entre vous a jamais vu la couleur, parce que c'est reparti directement des banques, de la Banque centrale, aux banques particulières, lesquelles ont tout remis immédiatement dans la bulle financière. Il n'y a pas un seul boulon qui a été fabriqué dans toute l'Europe, une seule machine avec cet argent. Voilà ce qu'est cette Europe, une mystification permanente. Alors, vous autres, rentrez en vous-même. Combien de fois vous avez pensé que j'étais exagéré? Combien m'ont dit « Ah, quand même, c'est une violence symbolique ». Ah bon? Et quand le banquier central a décidé de couper les liquidités à Chypre, tout petit pays, mon camarade François Delapierre avait traité, paix à ses cendres, Moscovici de salopard pour avoir accepté ça. Et moi, j'avais dit que Moscovici parlait plus la langue française, mais la langue de la finance. Et vous savez qu'ils ont trouvé à me répondre que j'étais devenu antisémite. Voilà le niveau du débat dans ce pays. Voilà comment on nous parle quand on pose des vrais problèmes. Eh bien, à Chypre, on est passé de la violence symbolique à la violence la plus directe. Et ça, mes amis, mes camarades, dans n'importe quelle autre région du monde, couper les liquidités d'un pays, l'empêcher d'accéder à sa ressource, c'est un acte de guerre. Eh bien, c'est un acte de guerre qu'a posé la BCE contre Chypre. Et c'est un acte de guerre qui a été posé contre la Grèce. C'est un coup d'État financier. Ce n'est pas de la violence symbolique. Voilà. Voilà dans quelles conditions Alexis Tsipras a négocié. Camarades, amis, moi je ne donne pas de leçons. Les événements sont tellement frais. Le 5 juillet, nous étions dans la rue et nous chantions des chansons. Il y en avait une peut-être que vous vous en rappelez. Le couplet c'était « Et l'on dit bis, et l'on dit bis, et l'on dit bis, Varoufakis, tralalalère, tralalalère. » Allez. Et l'on dit bis, et l'on dit bis, Varoufakis. Une semaine après, il signe. Pas lui, notre camarade Tsipras. Nous ne donnons pas de leçons. Nous avons d'abord protesté contre cette décision, parce que ce n'est pas une décision libre. Quand 18 personnes vous retiennent pendant 17 heures pour négocier de manière hostile contre vous et vous arrachent un document dans lequel on fixe jusqu'au prix du lait, de la viande et du pain, c'est tout simplement une humiliation qui a été faite. Ce n'est pas un accord libre. L'accord de Tsipras n'est pas plus libre. L'accord de Tsipras n'est pas plus libre que n'est l'accord des malheureux camarades qui ont dû accepter de passer de 35 à 39 heures. Ce n'est pas un accord libre que l'accord qui est gagné avec un revolver sur la tempe. Cette violence, elle est en marche à chaque instant. De quel droit l'Eurogroupe décide que la Grèce doit sortir de l'euro? Il n'y a aucun règlement qui permette ou qui imagine qu'un pays puisse être expulsé de l'euro. Je tiens à vous le dire et à vous le rappeler. De la même manière, l'Eurogroupe n'a aucune réalité institutionnelle. De la même manière, et la preuve nous en avons de la part de l'Eurogroupe lui-même, parce que quand ils ont chassé Yanis Varoufakis de la Réunion, Yanis Varoufakis a dit « Mais pourquoi vous m'expulsez alors que mon pays est membre de la zone euro ?» Et on lui a répondu « L'Eurogroupe n'a pas de statut, le président décide ce qu'il veut et toi tu sors. » Voilà comment ça s'est passé. Alors, où sont les beaux joueurs de violon sur l'Europe qui nous protège avec son gros revolver sur notre tempe? L'Europe démocratique, où l'on tabasse ceux qui ne sont pas en état de se défendre? C'est ça leur Europe. Et il faudrait que nous, sous la pression, intimidés, nous versions de chaudes larmes, de joie, dès qu'on nous dit Europe. Et vous avez l'improbable président de la République française qui déclare qu'il a trouvé une grande idée. Il va faire un gouvernement économique. Et aussitôt la nuit, vous vous relevez, tressaillant d'allégresse.
un gouvernement économique. Que n'y avait-on songé jusque-là? Ça fait 20 ans que le Parti socialiste répète ça. Et naturellement, immédiatement, les Allemands ont dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Nous n'en avons pas du tout l'intention. Et si jamais vous voulez faire un gouvernement économique, ça sera pour appliquer le traité budgétaire européen. Et de toute façon, ce gouvernement, il existe déjà. Ça s'appelle la Commission européenne, à laquelle chaque nation doit aller présenter son budget avant de le faire passer devant son propre Parlement. Voilà. Voilà le seul idéal qu'ils ont à nous proposer. Avec un Parlement, s'il vous plaît. On trouverait une nouvelle assemblée à créer et qui aurait immédiatement le droit d'être d'accord. Est-ce que ça ne serait pas des votes magiques? Oui, tout le temps. D'ailleurs, ils ne savent même pas quelle est la question posée. Comme a dit M. Juncker, quelle que soit la question, la réponse est oui. Oui, oui, oui. Oui. Eh bien, nous sommes nombreux à savoir que des fois, dans la vie, on commence mieux en disant non. En tout cas, nous avons eu la formule donnée par M. Juncker lui-même. Il a dit « Il n'y a pas de décision démocratique contre les traités européens ». Ce jour-là, le président de la Commission vous a dit noir sur blanc, si je peux m'exprimer de cette manière, ce que vous n'osiez pas vous dire. Votre patrie républicaine qui a refusé le droit de veto à Capet se les fait ramener par la fenêtre de la Commission européenne qui a un droit de veto sur votre budget. Et votre patrie n'est plus un pays indépendant. Mes amis, la liberté de dire oui n'a de sens que si l'on peut dire non. Et pour pouvoir dire oui ou non, il faut être maître de sa liberté, et c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Je suis un indépendantiste français. Je suis un indépendantiste pour tous les peuples d'Europe. Cela signifie que c'est l'autre manière d'appeler la souveraineté. La souveraineté, ça commence dans le cœur de chacun d'entre vous quand vous décidez par vous-même ce que vous voulez devenir vous-même, dans les petites comme dans les grandes choses. La souveraineté, c'est le premier acte qu'un groupe humain pose pour contrôler ses membres et le territoire sur lequel il vit, comme on l'apprend en anthropologie. La souveraineté, c'est la possibilité que le peuple décide tout entier. Et c'est parce qu'il a décidé tout entier que ce qu'il a décidé s'applique à tous. La légitimité démocratique vient du fait que l'on décide par soi-même et que l'on décide tous. Or là, ne décident que quelques personnes, 28 dans une réunion de la Commission européenne présidée par M. Juncker. La condition de la récupération de l'idéal européen est que la France récupère son indépendance. J'ai dit la France. Est-ce que ce serait un projet exclusivement français? Mes amis, parce que j'ai dénoncé le rôle du gouvernement allemand avant tout le monde, ce qui me valut des commentaires pas toujours très agréables. Depuis, beaucoup ont réalisé que j'avais raison, on voudrait faire de moi un germanophobe, quand bien même celui avec qui je marche la main dans la main depuis les origines de mon parti est un Allemand, Oskar Lafontaine. Et quand bien même nous sommes unis avec toutes les forces qui combattent l'oligarchie et la direction du gouvernement CDU-CSU en Allemagne, c'est-à-dire Die Linke. Non, mais je veux pour mon pays ce que je veux pour les autres. Et nous avons besoin de faire valoir l'irréductible volonté qui est la nôtre si nous voulons être entendus. Je vous ai dit qu'il faut créer des rapports de force. Je suis obligé d'élever la voix, mes amis, mes camarades, parce que j'aspire à gouverner ce pays avec autant que vous et avec vous. Et je veux que l'on sache, au-delà de toutes les frontières, que je ne céderai jamais à rien. J'ai besoin qu'on le sache. J'ai besoin qu'on le sache. J'ai besoin que l'on sache que s'il leur est arrivé de pouvoir menacer Alexis Tsipras, parce que l'économie de la Grèce est 2% de l'économie européenne, on ne pourra pas menacer un dirigeant français qui résiste parce qu'il représente 18% de l'économie européenne, c'est-à-dire à peu près autant que celle de l'Allemagne. Et comme l'a dit tout à l'heure Yanis Varoufakis, je vous rappelle que si l'on nous cherche trop de poux dans la tête, il est toujours possible de dire « eh bien, nous cessons de payer ». Parce que, comme l'a dit Yanis Varoufakis tout à l'heure, si le gouvernement grec avait dit « écoutez, ça fait 5 mois qu'on parle avec vous, ça fait 5 mois que vous essayez de nous humilier, eh bien maintenant, que voulez-vous, nous sommes de braves gens, mais nous ne pouvons pas payer, car il ne nous reste déjà plus que la peau sur les os, et c'est la peau que vous voulez enlever. » À ce moment-là,
je fais le pari qu'ils auraient cédé. Pourquoi? Parce que la banqueroute grecque signifiait la mise en mouvement du mécanisme assurantiel européen, c'est-à-dire le mécanisme européen de stabilité financière. Et quand l'assurance se met en mouvement, c'est elle qui paye. Ce qui voulait dire que si les Grecs avaient fait banqueroute, il y en avait pour 40 milliards pour la France et 60 milliards pour les Allemands. Figurez-vous que ni les uns ni les autres n'avaient intérêt ni envie de payer une telle somme. C'est dire que si ils n'avaient pas signé, ils se seraient trouvés en situation de banqueroute, et alors, vous auriez vu que tous ces gens seraient devenus très réalistes. Ils auraient dit, certes, nous reconnaissons que 80% de la dette grecque est dorénavant dans des mains publiques. Elle est dans les mains de la Banque centrale européenne, dans les mains du mécanisme européen de stabilité financière. C'est-à-dire du papier, mes amis et camarades. Et ils auraient dit, eh bien voilà, cette dette-là, nous allons la porter à la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne aurait regardé, c'est très intéressant, et l'aurait foutu à la poubelle. Parce que tous ces milliards ont cessé d'exister depuis longtemps. Ce sont des jeux d'écriture qui reposent sur des rapports de force politiques. Des rapports de force, mes camarades. Voilà pourquoi je lève la voix. Il vient de vous le dire, ceux qui croient que la monnaie est une institution apolitique, qu'elle est en dehors des relations sociales et politiques, sont des rêveurs. Ça n'existe pas, c'est seulement fait pour vous berner et vous faire croire à des choses. Comme par exemple, quand vous allez à la banque, ballot que vous êtes, vous croyez qu'ils vous prêtent de l'argent qu'ils ont? Parce que vous, quand vous prêtez à votre voisin, c'est bien votre argent. Mais l'argent qu'ils vous prêtent, ils ne l'ont jamais eu. Ils attendent que vous ayez construit la maison ou acheté la voiture pour que derrière les billets de banque, il y ait une contrepartie matérielle. Bon, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'il va falloir que tout le monde comprenne ça. Vous devez devenir des savants de la théorie matérialiste de la monnaie. Vous devez comprendre, parce que quand la lutte va commencer pour ce pays, ça ne va pas reposer sur une ou deux personnes. Ça va reposer sur des millions de gens qui doivent être éduqués, préparés à la résistance, parce que pour résister, il faut être fort moralement, il faut être instruit, il faut être cultivé. Vous devez apprendre, vous devez lire, vous devez enseigner à ceux qui ne savent pas, et ceux qui ne savent pas doivent poser la question à ceux qui savent, jusqu'à ce que vous sachiez tous, parce que c'est à ce prix qu'on mène des luttes de masse. Mes camarades, vous avez entendu plan B. Mais il ne faudrait pas que ça vous fasse sauter une lettre. Il y a le plan B, puis il y a le plan A. Le plan A, c'est le plan des gens raisonnables. Moi et d'autres ici. On vient et on dit, écoutez, faisons le bilan. La politique que vous appliquez, on ne va pas faire une critique idéologique, on se connaît, nous sommes des partageux, vous êtes des radins et des égoïstes. Ce n'est pas la peine d'en parler. Regardons les résultats. Il n'y a rien qui marche. C'est le chômage partout. Le seul sujet de satisfaction que vous avez, c'est de dire l'Allemagne exporte des voitures et des machines-outils. Et nous devrions nous réjouir d'exporter je ne sais quoi. Mais on s'en fout, figurez-vous. Ce qu'on veut, c'est être ici heureux avec les choses simples que nous demandons, de l'éducation, de la sécurité sociale, s'occuper de nos anciens, s'occuper de nos enfants, nous avoir des vacances, pas être comme des bêtes à vivre pour travailler, voilà, des choses simples. Et on est d'accord pour partager vos milliards, puisque nous, on ne les a pas. On est d'accord pour partager vos millions, puisque vous pouvez un jour dire « Ah ben je touche 16 millions pour m'en aller », comme le patron d'Alcatel. Alors celui-là, il a juste ruiné sa boîte, il a détruit un bijou de l'industrie française, il s'en va, on lui donne 16 millions. Tout le monde crie. Il dit « Bon, allez, c'est bon, j'en prends que 8. » 8 ? Mais pourquoi 8 ? Et qu'est-ce que c'est que ce genre de type qui renonce à la moitié de sa paye? Lequel d'entre vous est prêt à faire ça? Personne. Aucune personne normale qui a gagné son argent honnêtement renonce à la moitié de son salaire. Ça n'existe pas. Alors, s'il accepte de le partager en deux, ça veut bien dire qu'il sait lui-même qu'il ne l'a pas gagné honnêtement. La preuve, c'est qu'il le donne facilement. Je reviens à notre affaire. Le plan A, c'est le plan des gens raisonnables. Faisons votre bilan. Rien ne marche. Nous avons une autre proposition. Et déjà, nous, les Français, si nous sommes majoritaires à l'élection, nous dirons, voilà, la France est liée par des traités. Je vous prie, mes chers camarades, de faire de la politique sérieusement. La France a signé des traités. Elle honore les traités qu'elle a signés.
et les autres pays ont signé des traités avec nous, et nous demandons qu'ils les appliquent. Par conséquent, pour nous défaire d'un traité auquel nous avons consenti démocratiquement par nos assemblées, il nous faut un mandat du peuple.